Bonjour à tous, chers parents, bonjour à tous, chers instituteurs, et surtout bonjour à tous, vous les enfants et les élèves qui êtes ici présents avec moi et ceux qui nous suivez ici sur EducTV. Je suis Félix Malou, je suis formateur en intelligence artificielle générative et prompt engineering, et je suis ici avec mes élèves pour vous parler de la Journée internationale de l'éducation qui se fête aujourd'hui, qui se célèbre aujourd'hui le 24 janvier 2025. Et le thème de cette journée aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et l'éducation. Et l'objectif ici, c'est de préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Et vous allez voir, je vais en parler pendant toute la présentation, mais vous avez ainsi l'occasion de voir que le monde entier, et l'UNESCO et l'ONU, entre autres, se focalisent maintenant sur l'intelligence artificielle et votre éducation parce qu'elle a beaucoup d'impact sur elle. Alors, à cette occasion de cette journée de formation, nous allons nous amuser avec l'IA. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et puis on va faire aussi un peu de pratique. Vous allez utiliser vos ordinateurs pour parler à l'intelligence artificielle. Mais avant, et je sais que certains l'utilisent, donc j'aimerais savoir ici qui utilise déjà ChatGPT et surtout pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Qui peut me dire? Moi, j'utilise l'application ChatGPT. C'est généralement pour les exposés, vu que je suis en scientifique. Les exposés de sciences, ça m'aide généralement pour avoir plus d'informations sur certains sujets. Voilà. Ok, très bien, merci. Quelqu'un d'autre? J'utilise souvent le chat GPT comme l'intelligence artificielle pour faire des exposés, surtout sur la dissertation. Cela m'aide à ajouter des paragraphes même au niveau de développement et ça va. Alors, les deux personnes qui viennent de s'exprimer ont dit qu'elles utilisent l'intelligence artificielle, ChatGPT, pour leurs exposés. Et justement, on va un peu parler de ça, de la manière dont vous utilisez ChatGPT pour vos exposés. Parce que je vais beaucoup insister, vous allez l'entendre, sur le fait de ne pas l'utiliser pour avoir les réponses toutes faites, mais de l'utiliser pour mieux comprendre les matières. Et c'est là toute la différence. Voilà pourquoi le thème de cette journée, c'est préserver l'autonomie, parce que vous, les enfants, vous devez pouvoir faire réfléchir par vous-même. Ici, j'aimerais aussi savoir, là je vais prendre encore une dernière personne, selon vous, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle fait le buzz aujourd'hui? Vous savez ce que signifie le mot buzz, hein? L'IA fait le buzz aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde connecté. Tout le monde est connecté, donc on utilise plus facilement l'Internet comme ça. Donc c'est pour cela que ça fait le buzz. Par exemple, le ChatGPT, si on a des problèmes, des questions à résoudre, des devoirs, on part toujours vers lui. Voilà. C'est effectivement une des raisons pour lesquelles ChatGPT fait le buzz. C'est parce qu'il donne presque toutes les réponses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, hein, mais il les donne presque toutes. Et effectivement, je vais vous parler de ChatGPT, mais pas que de lui. L'intelligence artificielle dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. Donc, il y a l'intelligence artificielle de manière globale, et puis il y a une sous-branche, ça c'est très technique, hein, ne vous en faites pas, mais il y a une sous-branche qu'on appelle IA générative. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on dit IA générative, comme ça? Quel mot vous entendez dans générative? Ça génère, exactement. C'est une intelligence artificielle qui génère une nouvelle information. Ce n'est pas que du texte. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, comme je l'ai dit, c'est ChatGPT qui a fait le buzz en premier. Et donc, grâce à lui, on peut rédiger du texte. Donc, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il peut s'exprimer et écrire comme un être humain. Et parfois, il le fait nettement mieux qu'un être humain. Mais il n'est pas le seul dans l'IA générative. On a aussi Midjourney. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Ouais. C'est une IA qui fait des images, parfois même beaucoup mieux que l'être humain. Et puis, on a aussi Suno. C'est une IA qui, elle, fait de la musique, parfois beaucoup mieux qu'un être humain. On a aussi Eleven Lab, c'est un studio de programmation où ils ont des IA, eux, qui peuvent s'exprimer et parler comme des êtres humains. Donc, vous ne pourrez pas faire la distinction pour savoir s'il s'agit d'un robot ou d'un humain quand vous l'entendez parler. Et vous avez Sora, qui elle est une IA qui crée de la vidéo. Les vidéos comme on n'en a jamais vu. Ça peut être des choses extraordinaires ou des choses banales, mais toutes les IA ici que je viens de citer, ce sont des IA génératives et c'est elles qui ont rendu le concept d'intelligence artificielle célèbre depuis au moins l'année 2022. Est-ce que quelqu'un a une question déjà par rapport à ça? J'invite aussi les parents, instituteurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a vu que l'intelligence artificielle, et vous le savez puisque vous l'utilisez, elle a de nombreux avantages, n'est-ce pas?
Elle vous permet et elle nous permet à tous d'être beaucoup plus rapides, d'être plus efficaces et souvent d'être plus précis. Et ceux qui savent l'utiliser aujourd'hui, ils ont un avantage sur les autres parce qu'effectivement, ils vont plus vite. Donc, non seulement ils économisent du temps, ils économisent de l'énergie et surtout, ils font beaucoup d'argent avec, vu qu'ils vont plus vite. Mais je vais vous montrer, ou en tout cas, je vais commencer à vous expliquer comment est-ce que vous, les élèves, et vous, les enseignants et les parents qui nous suivez, vous pouvez profiter de l'intelligence artificielle. Alors, je commence avec vous, les élèves. L'IA peut vous aider à mieux apprendre et comprendre et à aller plus vite dans vos travaux scolaires, comme les deux exemples qu'on vient d'avoir. Alors, j'insiste beaucoup, apprendre et comprendre, ça ne veut pas dire copier et tricher. Donc ici, l'IA, en principe, lorsqu'elle a été créée, c'était pour aider l'humain à s'améliorer dans ses compétences. Or, la tricherie ou le fait, par exemple, d'utiliser ChatGPT pour avoir toutes les réponses, ça détruit les compétences. Mais on va encore en parler un peu plus. Pour les enseignants, par contre, l'intelligence artificielle est très utile parce que grâce à elle, le corps enseignant et l'administration dans les écoles peut ainsi mieux se gérer. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle pense. Donc, elle peut consulter des documents, des données, des situations qu'il y a dans une école et grâce à ça, dire aux enseignants, voilà, dans ta classe, il y a ceci qui se passe avec tel élève, alors je suggère cela. Pareil pour la gestion de l'école, l'IA peut intervenir pour commencer à donner des suggestions ou des pistes pour améliorer, pour mieux gérer, pour économiser. Et elle aide aussi à analyser les parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque un enseignant veut orienter, ou alors un conseiller veut orienter un élève vers une option, cet enseignant peut utiliser l'intelligence artificielle pour analyser la façon dont cet élève va évoluer pendant son cursus scolaire et dire ainsi, je vous suggère de l'orienter vers telle option. Et maintenant, c'est à l'enseignant et aux parents de valider ça et de dire, oui, ok, c'est vrai, on est d'accord. Alors, cet élève, on lui suggère plutôt de faire ça. Et ensuite, ce sera à l'élève lui-même, forcément, de faire son choix. Et donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, elle permet plus d'efficacité, plus de rapidité pour tout le monde. Et pour vous aussi, les élèves. Donc, votre éducation, elle est importante parce que grâce à vos cerveaux, à votre intelligence, vous vous épanouirez. Et ici, l'intelligence artificielle, elle est un peu comme un deuxième cerveau qui peut vous accompagner pour devenir encore de meilleurs adultes et d'être des adultes qui serviront de manière créative à la fois vous, votre communauté, mais aussi notre pays. Mais il y a un prix à ça, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et parfois, l'utiliser peut coûter très cher. Alors, je vais vous montrer, ou en tout cas, je vais vous expliquer quels sont les risques de se reposer totalement sur l'intelligence artificielle. Je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Alors ici, je m'adresse vraiment aux parents et aux enseignants. C'est important de faire en sorte que si vos enfants, vos élèves utilisent l'intelligence artificielle, que vous soyez au courant pour que vous les accompagniez, avec conscience et avec discernement. Parce que les élèves, je sais que vous êtes déjà de grands élèves, vous êtes pratiquement tous au secondaire ou aux humanités, et donc vous êtes déjà plus matures que ceux qui sont au primaire. Mais même à votre âge, vous avez quand même besoin d'être conseillé sur certaines choses dont vous n'avez pas encore conscience. Comme le fait que toutes les technologies aujourd'hui que vous utilisez, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et maintenant l'intelligence artificielle, plus vous les utilisez sans réfléchir, plus vous perdez vos capacités cérébrales. Et donc c'est important. Voilà pourquoi le thème de l'UNESCO aujourd'hui pour cette journée internationale, c'est de préserver l'autonomie. C'est important que vous soyez conscient que vous pouvez perdre votre autonomie. C'est-à-dire que vous allez devenir dépendant de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous allez faire, que vous voudrez faire, vous allez aller lui parler. Je connais quelqu'un qui m'a dit que son enfant, pour n'importe quel calcul mathématique, on parle ici du primaire, va utiliser ChatGPT. Or, ce n'est pas le but. Le but au primaire, quand on apprend à calculer, c'est justement de développer l'intellect. Or, si cet enfant va tout le temps utiliser ChatGPT pour le moindre petit calcul, ce sera un adulte qui ne saura pas calculer. Et il n'aura pas tous les jours accès à l'IA. Et il faut aussi savoir que l'IA peut se tromper. Donc, plus ça devient complexe, plus elle peut aussi se tromper. D'accord?
Alors, le deuxième risque très important, c'est ce qu'on appelle le délestage cognitif. Alors, c'est marrant, ici pour nous, au Congo, on a déjà ce qu'on appelle le délestage, mais c'est un terme qui commence déjà aussi à être connu au niveau international. Ici, il s'agit de perdre ses capacités mentales, tout ce qui est cognitif. Plus on utilise les ordinateurs, plus on utilise l'IA, plus on se décharge. Voilà pourquoi on devient dépendant. Donc, l'opposé de l'autonomie, c'est la dépendance. Plus on devient dépendant, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne réfléchit plus. Et ce délestage cognitif, ça réduit la croissance des enfants. Je dis ça surtout pour vous les enfants parce que l'étude qui a parlé du délestage cognitif en premier a démontré que les adultes qui ont déjà reçu une éducation avant l'ère de l'intelligence artificielle, eux gardent leur capacité intellectuelle. Mais les enfants qui naissent à l'ère de l'intelligence artificielle, s'ils l'utilisent tout le temps déjà dès le bas âge, ils ne se développent pas comme ceux d'il y a 20 ans ou 30 ans. Le troisième risque, c'est le sous-développement personnel. Ici, ce n'est pas tellement au niveau de l'intellect ici, mais c'est au niveau du développement personnel de la personne, de vous futurs adultes, futurs professionnels. Si vous devenez dépendant et que vous ne réfléchissez plus, vous ne vous développerez pas. Vous n'aurez pas une carrière florissante ou épanouie. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas acquis de vous-même toutes les compétences qui vous permettent de gérer les situations de la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce sont les risques. Voilà pourquoi il faut faire très attention à l'utilisation de l'IA. Et c'est pour ça que j'invite les éducateurs, les enseignants et les parents à être conscients que les enfants utilisent ChatGPT, l'intelligence artificielle, et qu'il y a des méthodes, des façons de faire pour les guider à toujours continuer à utiliser l'intelligence artificielle, mais différemment. C'est-à-dire la manière dont les cours sont faits, la manière dont les interrogations sont faites, la manière dont on évalue, dont on juge également l'enfant. Alors, ici, je vais vous donner quelques exemples ou quelques compétences pour garder cette autonomie que vous risquez de perdre si vous utilisez toujours l'intelligence artificielle. Alors, je vais quand même poser une question pour stimuler votre créativité, s'il vous plaît. Et là, j'aimerais que ce soit ceux qui n'ont pas encore parlé qui s'expriment. J'aimerais savoir si vous pouvez imaginer le genre de compétences ou de qualités qu'il faut avoir pour garder son autonomie, même qu'on utilise l'intelligence artificielle. Pour moi, il faut utiliser l'intelligence artificielle avec modération, ainsi de s'y mettre vraiment dans le cours, avoir l'habitude de lire des romans, des livres, pour l'utiliser avec modération. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il faut continuer de se cultiver par soi-même. Continuer de faire ses propres recherches, ses propres analyses, ses propres réflexions en lisant des livres. Ce qui est bien avec les livres, c'est qu'ils stimulent l'imagination et surtout, ils donnent des informations qu'on peut ensuite exploiter plus tard dans sa vie de tous les jours. Et ce ne sont pas des réponses toutes faites parce que ça pousse à la réflexion. Et l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour ça. ChatGPT, d'ailleurs, si et quand il est utilisé par les enseignants, ce n'est pas pour donner les réponses, mais c'est pour aider l'élève à mieux comprendre. Et je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Mais donc, parmi les compétences, c'est-à-dire les qualités qu'un humain doit développer pour rester autonome, donc pour ne pas devenir dépendant de l'IA, la première, la plus importante, c'est apprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et c'est le thème de la journée, c'est la journée internationale de l'éducation, et le thème, c'est l'intelligence artificielle dans l'éducation. Parce que le but, c'est de commencer à former les enseignants, former les parents aussi, éventuellement et de préférence, et former les élèves, parce que les parents et les enseignants doivent savoir comment elle fonctionne. Parce que grâce à ça, ils pourront aller conseiller leurs élèves en lui disant « Ne fais pas comme ça, parce que quand tu fais comme ça, ce n'est pas bon pour toi. » Parle plutôt ainsi à l'intelligence artificielle pour qu'elle t'emmène vers plus de compréhension et pas pour avoir des réponses toutes faites. La deuxième compétence très importante, sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est apprendre à communiquer. Alors souvent, lorsque nous donnons une information à quelqu'un, nous pensons que l'autre sait de quoi nous voulons parler. Et on appelle ça supposer. On suppose qu'il sait. Mais en réalité, l'autre ne sait pas, puisqu'il n'est pas dans votre tête ni dans votre cœur. Voilà pourquoi il faut apprendre à communiquer. Et ici, je ne parle pas que pour l'intelligence artificielle. Je parle pour nous, les humains, lorsqu'on interagit avec les autres. Si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un,
vous devez d'abord lui emmener toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir prendre votre question ou votre demande en considération. De la même façon, lorsque vous parlez à l'intelligence artificielle, vous devez lui expliquer tout ce qui vous concerne, toute votre situation, parce qu'elle ne vous connaît pas. Ce n'est pas parce que vous savez lui parler là qu'elle sait qui vous êtes. Elle ne connaît pas votre nom, elle ne connaît pas votre histoire, elle ne sait rien de vous. Et donc, si vous voulez que sa réponse soit vraiment bonne pour vous, vous devez lui expliquer les choses. Et c'est ça, la communication. C'est transmettre le maximum d'informations de la meilleure manière possible. Et ça, c'est une compétence qui vous permettra à vous de rester autonome. Pourquoi? Parce que ça stimule votre réflexion. Vous vous remettez en question. Vous vous analysez vous-même et vous savez ainsi mieux expliquer les choses à quelqu'un d'autre. La troisième compétence importante aussi, c'est la collaboration. Ici, c'est apprendre à savoir interagir avec les autres. Il ne faut pas rester purement dans son téléphone, dans sa tablette ou devant ChatGPT. Il faut apprendre à être en interaction avec l'humain parce que ça permet d'avoir d'autres points de vue. Ça permet également de s'entendre avec eux. Et étonnamment, quand vous maîtrisez ça avec les humains, quand vous commencez à parler à l'IA, qui est en fait votre collaboratrice, parce qu'elle est là pour vous aider, et lorsque vous savez lui parler et que vous savez échanger avec elle pour obtenir des informations, vous devenez un maître de l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que c'est la compétence du futur. Pour tous les emplois qui vont commencer à exister à partir de maintenant, l'intelligence artificielle sera dedans. Et seront pris ceux qui savent la maîtriser, ceux qui savent lui parler. Parce que ce n'est pas juste savoir taper des messages à ChatGPT qui dit qu'on est maître de l'IA. Non, c'est savoir l'exploiter dans toutes les choses qu'elle est capable de faire. Voilà pourquoi vous devez apprendre à savoir comment elle fonctionne aussi. Comme ça, vous savez qu'est-ce qu'elle a comme faiblesse, qu'est-ce qu'elle a comme force. La quatrième compétence, c'est raisonner et analyser. C'est très important parce que l'intelligence artificielle va vous dire des choses. Mais vous le savez parce que c'est écrit en dessous avec ChatGPT, on dit ne faites pas confiance à ChatGPT. Même ceux qui ont construit ChatGPT le disent. Vous devez apprendre vous-même à raisonner et analyser. Parce que quand vous vous éduquez, vous savez évaluer quand une information vous paraît fausse ou vraie. Et ChatGPT, c'est la même chose. Il va vous dire des choses et il le dit très bien. Je sais, moi, j'ai 6 enfants. Donc, je les laisse utiliser ChatGPT, mais je suis avec eux et je les forme, en fait, à utiliser ChatGPT. Je vois comment est-ce qu'ils font confiance à ChatGPT directement. Mais je leur dis, non, attention, ce qu'il te dit là, c'est faux. Mais toi, tu le sais pas. Moi, je le sais parce que je suis adulte et que j'ai appris. Mais voilà pourquoi tu dois apprendre à raisonner et à analyser. Tu dois t'éduquer, mais tu dois également apprendre à comparer les informations. Voilà pourquoi il faut vérifier les informations. Et ça ne date pas que de l'ère de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai fait des études avec du journalisme notamment. Et dans ces études-là, on nous a pris une base. C'est toujours vérifier l'information. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui, en 2025. Partout sur les réseaux sociaux, vous voyez des images, vous voyez des informations, vous voyez des vidéos. Mais est-ce que vous savez si c'est vrai ce qui est marqué dessus? Non, vous ne savez pas. Mais vous pouvez quand même vérifier. Et le meilleur moyen de le faire, c'est, OK, vous prenez l'information que vous venez de voir sur TikTok, Facebook ou YouTube, mais ensuite vous allez ailleurs pour comparer. Vous posez des questions autour de vous. Vous allez sur Google ou sur Bing, les moteurs de recherche. Vous allez sur plusieurs sites web pour voir ce qu'on m'a dit là, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, OK, je crois. Mais si ce n'est pas vrai, ça veut dire que quelqu'un essaye de vous mentir. Et vous devez toujours être méfiant. Pareil pour ChatGPT, parce que lui, il ne sait pas qu'il peut vous mentir, mais il peut le faire. Et enfin, la dernière compétence, c'est que vous devez utiliser l'intelligence artificielle dans votre présent et votre futur pour innover et créer. Il n'y a que comme ça que vous ferez en sorte que notre pays soit un magnifique pays, mais aussi que vous ayez de très belles vies. Et l'intelligence artificielle, elle est là pour ça. Elle est là pour nous aider à améliorer les choses. C'est vrai qu'il y a des risques, comme j'ai expliqué, mais s'il y a des informations que vous n'avez pas, elle peut vous aider à les trouver, elle peut vous aider à faire les choses d'une meilleure manière. Mais c'est vous qui créez, c'est vous qui innovez. Quelqu'un a une question? Au début, nous avons parlé des livres. Quand vous dites qu'il faut plus lire des livres, vous insinuez que les livres sont plus sûrs que ChatGPT ou toutes les autres intelligences artificielles? Ouais. Pour l'instant, oui. Je dirais que les livres sont plus sûrs que ChatGPT. Pas tous les livres, parce que beaucoup de livres aujourd'hui commencent à être écrits
par des personnes qui se font passer pour des écrivains et qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc, ces livres-là ne sont pas non plus factuellement corrects ou ce sont des livres qui se ressemblent pas à grand-chose. Mais de manière générale, oui, les livres ont plus d'informations correctes, mais en plus de ça, les livres vous poussent à la réflexion. Quand vous lisez un livre, vous avez le temps de lire. Et ça stimule votre cerveau. Ensuite, vous vous dites, est-ce que c'est que ce que cet auteur est en train de me dire, est-ce que c'est correct? Vous pouvez aller vérifier. Pourquoi est-ce que je parle des livres? C'est en comparaison avec Internet. Il faut savoir que dans les 10 dernières ou les 20 dernières années, la capacité de l'être humain à être attentif aux informations s'est réduite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur TikTok, vous voyez que les vidéos de TikTok ne durent pas longtemps. Elles durent juste quelques minutes ou quelques secondes. C'est fait exprès. Parce que tous ceux qui créent ces réseaux sociaux, qui d'ailleurs ont de l'intelligence artificielle dedans, ce sont des algorithmes qui voient comment vous l'utilisez, se rendent bien compte que la plupart d'entre nous, nous n'aimons pas les choses qui sont longues. Nous n'aimons pas prendre le temps de lire ou de consulter, de passer du temps à écouter. Non. Or, les livres, quand vous commencez à lire un livre, vous devez vous poser dedans. Vous devez commencer à vous concentrer dessus. Vous ne pouvez pas vite feuilleter parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous avez ouvert le livre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le livre stimule votre cerveau. Et ça fait de vous quelqu'un qui raisonne et analyse. Peu importe l'information qui est dedans, parce qu'après, vous allez commencer à vous poser des questions en vous disant je vais aller voir ailleurs pour voir si ailleurs ce qu'on dit est correct. Alors que sur Internet, on a plus tendance à vite passer d'informations, vite, parce que on a juste envie d'être distrait, d'être amusé, on n'a pas envie d'apprendre. C'est ça la différence entre Internet et ChatGPT et les livres. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques façons d'utiliser ChatGPT. Et vous allez voir que l'intelligence artificielle, elle peut voir. Est-ce que vous saviez ça, qu'elle pouvait voir, comme avec des yeux? Alors, je veux faire une démonstration avec ici une photo de Patrice Lumumba. Donc, je vais donner à ChatGPT la photo de Patrice Lumumba. Et voilà ce que je vais lui dire. Comme ça, vous avez un exemple de la manière dont ChatGPT peut vous aider à analyser des informations. Donc, je lui dis, voici une photo de Patrice Lumumba. Réponds-moi brièvement aux questions suivantes. Vous remarquez ce que je mets, hein, réponds brièvement. Je lui dis 1. En matière de composition photographique, où et comment est-il présenté? Que fait-il et quel est l'objet occupant le côté gauche de la photo et que représente-t-il? Donc, je vous remontre bien la photo de Patrice. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit que Patrice est présenté au centre de l'image, debout devant une bibliothèque remplie de livres, ce qui évoque un cadre intellectuel et institutionnel. Il est bien éclairé et porte un costume sombre avec une cravate qui symbolise la formalité et le sérieux. Sa posture droite et son regard direct renforcent son autorité. Il pose avec sa main droite posée sur un document ou un texte placé devant lui, un geste souvent associé à un serment ou un engagement officiel. Sa main gauche tient un rouleau, probablement symbolique d'un document officiel ou d'un certificat. Là, vous voyez? Je remets la photo. Hein. Le côté gauche de la photo est occupé par un drapeau représentant celui de la République du Congo de l'époque, reconnaissable aux étoiles jaunes sur un fond bleu, avec une étoile plus grande et un symbole jaune au centre. Ce drapeau symbolise l'identité nationale et l'indépendance du Congo. Est-ce que rien que cet exemple vous donne déjà un peu des idées sur tout ce que ChatGPT est capable de faire? Il n'y a pas que lui, mais surtout lui. Avec lui, vous pouvez, si vous faites des études scientifiques, et après, si vous travaillez dans les sciences, dans la mécanique ou quoi, vous pouvez l'utiliser comme votre compagnon. Vous pouvez prendre des photos d'objets qui sont abîmés, cassés ou dans une certaine situation, et il vous aide parce qu'il sait ce qu'il voit. D'accord? Un deuxième exemple, ici, vous savez aussi que ChatGPT peut créer des images. Alors, on va voir comment est-ce que vous pouvez commencer à parler à ChatGPT pour qu'il crée des images particulières. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais de manière assez générale. Or, il y a une façon de parler. Donc, ici, je vais lui dire, génère une illustration d'une jeune écolière africaine en uniforme blanc le haut et bleu foncé le bas, et le style peinture à l'eau Dreamscape. Alors, les deux éléments que je viens de mettre, enfin que j'ai mis à la fin, le peinture à l'eau, vous savez que c'est un style artistique. C'est une façon de faire de la peinture. Il y a aussi l'acrylique, hein, il y a l'expressionnisme, il y a plein de choses. Et voilà pourquoi l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser avec de la connaissance. Vous voyez l'image que j'ai générée?
j'ai précisé que c'était de la peinture à l'eau, c'est-à-dire la manière dont le pinceau se pose de façon assez légère, on sent que c'est une peinture à l'eau, mais également un autre élément, le dreamscape, c'est pour donner une impression un peu rêveuse ou féerique de l'image. Et comme je l'ai dit, pour arriver à un résultat tel que celui-ci, il faut étudier dans un sens. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment est-ce qu'un artiste, quelles sont les techniques qu'il utilise et quel genre de résultat il peut obtenir. Et si vous parlez à l'intelligence artificielle sans lui expliquer ce genre de choses, il va faire quelque chose, mais ce ne sera peut-être pas ce que vous avez imaginé dans votre tête. Or, si vous arrivez à imaginer quelque chose dans votre tête, vous devez savoir mettre ça en mots. Et ce sont ces mots-là qu'il faut lui donner. Voilà pourquoi il est important d'être, non seulement de connaître, on va dire, l'art, mais aussi de savoir comment lui parler à elle, l'intelligence artificielle. Alors, on va bientôt commencer à faire quelques exercices pratiques avec vous. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que une des compétences les plus importantes par rapport à l'intelligence artificielle, c'est la communication. Donc, savoir utiliser les bons mots. Et maintenant, vous allez noter, j'aimerais vraiment que vous notiez ce que je vais vous dire, parce qu'il y a une technique pour parler à ChatGPT. Si vous maîtrisez cette technique-là, comme mes enfants, vous serez extrêmement bon à utiliser l'IA, pas seulement aujourd'hui, mais dans le futur, parce que vous saurez comment est-ce qu'elle fonctionne. La première chose que vous devez faire quand vous parlez à ChatGPT, c'est de lui donner un rôle. Alors, un rôle, c'est comme une expertise ou une profession. Comme par exemple, agis en tant que professeur de mathématiques ou tu es un professeur de français. Vous voyez, c'est ça le rôle que vous donnez à ChatGPT. Vous lui dites qui vous voulez qu'il soit au moment où vous commencez à lui parler. Parce que si vous ne le lui dites pas, il est un peu tout le monde. Alors que là, vous commencez maintenant à le spécialiser dans un domaine. Donc, je suis professeur de chimie. Donc, vous lui dites, tu es un professeur de chimie. Et maintenant, je te pose une question pour mieux comprendre la chimie. OK? Ça, c'est une excellente technique. Toujours, pas souvent, pas toujours, parce qu'il y a des cas où c'est pas nécessaire, mais souvent lui demander de prendre un rôle. La deuxième chose, vous devez lui donner un contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les informations qu'il y a sur vous ou qui vous concernent. Là, il s'agit par exemple de lui expliquer qui vous êtes, peut-être pas votre nom, mais au moins votre âge, en quelle classe vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme type d'études. Et maintenant, de commencer à expliquer votre problème ou votre situation. Et ensuite, lui demander qu'il vous assiste. Et ça, c'est le troisième point. Vous devez lui donner une tâche. Forcément, si vous lui parlez, c'est pour qu'il fasse quelque chose pour vous. Ça peut être écrire, ça peut être dessiner ou créer une image, ça peut être réfléchir, ça peut être analyser, ça peut être calculer, effectivement. Et voici un exemple de ce que vous pouvez lui dire. Par exemple, agis en tant que professeur de maths physique. J'ai 16 ans et je suis en première scientifique et j'ai des difficultés à comprendre l'énergie cinétique. Explique-moi cette notion comme si j'étais un enfant de 10 ans. Pourquoi est-ce que je lui dis ça à la fin? Explique-moi cette notion comme si j'étais un enfant de 10 ans. Qui peut me répondre à ça? La dernière phrase la question que vous venez de poser, de vous répondre comme un enfant de 10 ans, cela explique cela qui puisse être plus clair que par rapport à un enfant de 16 ans, que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, exactement. Dit dans d'autres mots, il simplifie encore plus son explication et le langage qu'il utilise est aussi beaucoup plus simple. Et ça, pour ça, l'intelligence artificielle est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'elle peut adopter tous les styles de langage par rapport à la personne à qui elle s'adresse. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il ne sait pas que vous avez 16 ans. Il ne sait pas que vous êtes en première scientifique. Si vous lui posez une question, il est capable de répondre de manière où vous ne comprenez peut-être pas. Il y a des mots peut-être que vous ne comprendrez pas. Alors que quand vous lui expliquez ça et que vous lui expliquez que c'est une matière qui est difficile pour vous, il va le faire de façon très particulière. Et si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous prenez un peu le temps de lire, mais je ne vais pas tout lire, vous voyez que la façon dont il parle, c'est très simplifié. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas. Même s'il met des formules, ces formules sont simplifiées parce qu'il explique bien toutes les parties de la formule et ce qu'elles sont.
Mais vous voyez que le langage est un langage qui est destiné à un enfant de 10 ans, en tout cas qui a une compréhension d'un enfant de 10 ans pour ça. Si maintenant je lui dis « explique », par exemple, je lui dis ça, c'est juste un exemple, vous allez voir que le langage est différent. Vous voyez qu'au niveau de l'orthographe, il utilise d'autres termes qui seront compris par un chercheur. Je vous ai montré comment est-ce qu'il faut lui parler et je vous montre aussi comment est-ce qu'il ne faut pas lui parler. Vous voyez la différence entre le premier et le deuxième? Je ne comprends pas l'énergie cinétique, explique-moi. Comme je l'ai dit, là, il ne sait pas qui vous êtes et il va parler d'une façon qui ne vous plaira peut-être pas. Donc, si vous avez des camarades qui utilisent l'IA, et je sais que vous en avez, vous pouvez leur donner ces astuces parce que ça leur permettra d'avoir de meilleurs résultats et d'être plus précis. Et ici, il s'agit d'apprendre, pas d'avoir les réponses toutes faites. Voilà, on a fini quelques démonstrations. Maintenant, avant de passer à la pratique, je vais d'abord prendre vos questions pour tout ce qu'on vient de voir et d'autres sujets. Qui a une question? Alors, j'ai compris avec votre exposé, au niveau de la dernière partie, vous nous avez appris comment utiliser les IA rationnellement. C'est ce que j'ai compris. Oui. Alors, pensez-vous que les enfants qui utilisent les IA seront en mesure de pousser leur raisonnement très loin, comme nous qui n'avons pas utilisé les IA pendant notre enfance? Donc non, ils ne seront pas en mesure, comme nous ou vous qui avons reçu l'éducation que nous avons eue. Mais c'est justement pour ça que j'ai sensibilisé les parents et les enseignants. C'est-à-dire qu'il doit, à tous les niveaux de toute façon, ce n'est pas que pour l'intelligence artificielle, c'est pour Internet de manière générale, les tablettes, mais aussi comment ils étudient, même avec leur cahier et leurs cours. Il faut une supervision d'un adulte, il faut que le parent soit présent. Et voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que les parents et les enseignants doivent être formés à l'utilisation de l'IA, parce que comme ça, ils maîtrisent l'outil. Ils savent ce que l'outil peut amener de bon, mais aussi de très mauvais. Et dans ce cas-ci, effectivement, les enfants, malgré leur âge, jusqu'au secondaire, même jusqu'à l'université, je connais des personnes à l'université qui utilisent ChatGPT pour se faciliter la vie, mais de manière paresseuse. Ces personnes-là aussi auraient besoin d'une supervision, parce qu'ici, il s'agit de les cadrer. Donc, je vous rejoins sur cette pensée-là, en tout cas, si c'est ce que vous pensez, c'est qu'il faut que l'adulte, que nous, qui avons grandi sans l'IA, mais qui la connaissons maintenant, parce que nous l'étudions, nous pouvons encadrer ceux qui viennent après nous. Par rapport à l'intelligence artificielle, je voulais juste savoir, à notre époque, il n'y en avait pas. Nous, on nous apprenait, par exemple, comment calculer un nombre, multiplier un nombre par 10 ou par 5, comment on le faisait. Et aujourd'hui, vous avez l'IA. Quel est l'inconvénient dans le monde actuel? Alors, il faut savoir que c'est vrai, il y a beaucoup d'inconvénients. Vous avez entendu, j'en ai exposé plusieurs. Le fait que l'enfant devienne dépendant de la machine et qu'il ne sait plus calculer parce qu'il demande toujours à l'IA. Mais attention, il y avait déjà ça aussi avec Google. Il y avait des outils sur Google qui permettaient d'accélérer le calcul. Et il y a aussi les calculatrices. À notre époque, il y avait déjà les calculatrices. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a interdit à l'enfant d'utiliser la calculatrice en classe ou même à la maison pendant qu'il fait ses devoirs pour bien l'amener à faire ses tables de multiplication ou la division parce que notre intellect, c'est comme un muscle, il s'entraîne par l'effort, par la pratique. Même chose pour les maths, le français et tout ça. Et donc, à l'ère de l'intelligence artificielle aujourd'hui, moi, je recommande, vu tous ces risques-là qu'il y a où les enfants, c'est facilité pour eux parce qu'ils peuvent juste poser la question. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai l'enfant d'un proche qui, lui, son enfant, ne calcule plus. Il va utiliser ChatGPT. Mais où est le parent? Là, c'est un reproche qu'ici je ferai aux parents. Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas ce que fait ton enfant sur son ordinateur ou sur ton ordinateur ou ton téléphone? Tu vois bien que tous les devoirs, il tape et puis il réécrit. Et ici, nous devons être responsables en tant qu'enseignants et parents, c'est limiter l'accès aux outils. Les enfants, ce n'est rien contre vous, mais c'est pour vous permettre de réfléchir par vous-même. Et ensuite, d'utiliser l'outil comme compagnon pour commencer maintenant à discuter avec lui de ça. Et moi, c'est ce que je fais. Je donne un exemple pour les mathématiques, mais même pour le français. C'est l'enfant fait le devoir, il finit tout. Puisque ça l'amuse d'interagir avec ChatGPT, après que moi, j'ai conversé avec lui, je le mets avec ChatGPT, je lui dis, pose-lui la question par rapport à ton devoir, donne-lui une photo de ton devoir et vois un peu comment est-ce qu'il te l'explique. Donc, vous voyez, c'est l'utiliser comme un tuteur personnel, presque gratuit, qui est infiniment patient
qui ne se fatigue jamais. Vous voyez? Je vais aller avec un exemple un peu plus pragmatique. Ouais. Un enseignant de KBA Kamwanga qui a son programme scolaire, si je dois dire ainsi, qui tape, qui demande, qui converse avec l'IA en posant une question directe. J'aimerais avoir un programme de français pour la classe de 3e. Est-ce que l'IA tiendra compte du programme de la République démocratique du Congo, lié justement à la réalité du pays, ou ça sera un programme de français général, c'est-à-dire tout le pays qui enseigne au moins cette langue? Alors, je vais vous répondre en vous montrant quelque chose. Peut-être que beaucoup de personnes passent à côté de cela lorsqu'ils utilisent ChatGPT. Vous voyez le petit trombone qui apparaît à l'écran? Ce trombone-là veut dire qu'on peut lui donner des documents. Et il peut lire les documents, il peut lire les images. Vous l'avez vu, je l'ai fait avec l'image de Patrice Lumumba. Mais vous pouvez donner n'importe quel type de document, texte, Excel, donc des calculs, des tableaux et tout. Il sait ce qu'il y a dedans, il les voit et il comprend. Et quand vous faites ça, et d'ailleurs, cette question est intéressante parce que c'est exactement ce que je recommande en formation et en enseignement sur l'IA, c'est de toujours, je dis bien toujours, lui donner vos informations à vous pour commencer à discuter avec lui sur vos informations. Parce que pour répondre à votre question, si vous commencez à lui parler comme ça, vous lui posez la question, effectivement, il va aller chercher des informations dans sa base de connaissances, dans sa mémoire, et ce sera probablement des informations qui se rapportent aux États-Unis, à la France et ce genre de choses. C'est vrai que vous pouvez bien lui dire, je suis en RDC dans tel institut, nous ici le programme est comme ça peut l'aiguiller, mais en réalité la meilleure manière de faire, c'est de lui donner le document du ministère et lui dire, je veux que tu me fasses un cours sur base de ça ou que tu t'inspires de ça et vous lui donnez des directives. Bref, vous avez un échange collaboratif avec lui. Une autre question? Mais j'aimerais plus savoir quelles sont les limites de l'intelligence artificielle en termes de développement, en fait, en général. ChatGPT a effectivement des limites. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà pourquoi enseignants, parents et surtout élèves, vous devez apprendre à la connaître dans ses forces et ses faiblesses et ses limites. Une des limites qu'elle a, c'est ce que je viens d'expliquer à M. Choulou. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas tout sur tout le monde, sur tout. Ça, c'est la première limite. C'est-à-dire que si vous voulez lui parler, vous devez lui expliquer qui vous êtes. Tout à l'heure, je l'ai dit au niveau du contexte, vous devez donner des informations qui vous sont propres. Parce que si vous ne lui donnez pas, elle va faire ce qu'on appelle halluciner. Vous voyez qu'en dessous, ici, il est écrit « ChatGPT peut faire des erreurs, envisagez de vérifier les informations importantes ». Elle ne sait pas réellement tout. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme les mythomanes. Vous savez, c'est quoi un mythomane? C'est quelqu'un qui ment de manière compulsive. Et parfois, il ment sans savoir. Et quelle est la particularité d'un mythomane? Et en fait, les petits-enfants sont un peu comme les mythomanes. Mais on ne les appelle pas des mythomanes. Mais un petit enfant qui vient d'apprendre à parler, il a un vocabulaire, mais il n'a pas la connaissance qui permet de couvrir ce vocabulaire. Donc, vous allez lui poser une question, il ne connaît pas la réponse, mais il va commencer à parler, blablabla. Bla, bla, bla. Il va sortir des mots, parfois des mots qui ont l'air cohérents, mais il va raconter n'importe quoi, parce qu'il n'a pas la connaissance. Le mythomane, c'est la même chose. On va dire qu'il y a un trou, ce trou-là, c'est l'ignorance. Il va couvrir ce trou avec des mots, parce qu'il n'a pas l'information qui devait être dans ce trou-là. ChatGPT, c'est la même chose. S'il n'a pas l'information sur vous ou sur ce que vous voulez, il a été programmé pour parler. Il ne peut pas se taire. Si vous dites quelque chose ici et que vous appuyez là, sur le bouton pour l'envoi, il va quand même parler, que ce soit vrai ou faux. OK? Donc ça, c'est sa principale limite. Une autre question, une dernière? J'aimerais savoir si l'IA peut remplacer le corps enseignant. L'IA ne peut pas remplacer le corps enseignant, parce que l'humain doit toujours rester dans la boucle, comme on l'appelle, pour superviser. Parce que l'IA n'a pas le discernement qu'a un être humain. Même si c'est vrai, elle se développe très vite, mais elle n'est pas physiquement avec vous. Et elle ne vous connaît pas comme l'enseignant vous connaît parce que lui, il interagit émotionnellement et intellectuellement avec vous. Donc, c'est vrai qu'elle connaît tout, et c'est vrai que pour un enseignant, elle est un extraordinaire copilote, c'est-à-dire que la manière dont elle aide les enseignants est extraordinaire, les élèves aussi, mais juste la laisser elle-même avec les élèves, ça aboutit à ce que je vous explique aujourd'hui, c'est la perte d'autonomie. Parce que les élèves sont tentés de l'utiliser pas pour apprendre, mais pour avoir les réponses. Voilà pourquoi l'enseignant doit être là. Il sert de garde-fou, comme on appelle, et aussi de superviseur. Vous avez dit que lui a réduit la connaissance quand on se donne trop.
Et comment aider un enfant ou une personne qui s'est déjà donné à l'IA? Alors déjà, il faut savoir que le cerveau humain est très malléable. C'est-à-dire que s'il peut prendre une forme pour avoir une connaissance, il peut se reformer pour avoir une autre. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les enfants se développer à l'adolescence, à l'âge adulte, avec ces déficiences ou ces manques, mais il n'y a pas de problème. Si un enfant en bas âge, 5, 10, 15 ans au maximum, s'est tellement fié à l'IA qu'il ne sait plus raisonner par lui-même, dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle un sevrage, puisqu'il est devenu dépendant de l'intelligence artificielle, il faut le rendre indépendant, donc il faut le couper de la technologie, il faut être encadré. Vous voyez? Donc il faut qu'il soit reformé ou rééduqué différemment avec les anciennes méthodes qui sont d'être là, à lire des livres, écrire à la main sur des cahiers, parce que c'est pour ça aussi que beaucoup d'enfants perdent, hein, c'est le fait d'écrire. Et tout ça, ça stimule le cerveau différemment. C'est comme faire de la musique, ça fait changer le cerveau parce qu'on apprend à utiliser ses doigts différemment. Même chose pour écrire à la main, lire un livre et pas sur un écran. Même chose pour avoir des réponses toutes faites et poser des questions. Je voulais dire ceci. Vous avez dit que l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de personnes qui ont créé cela. Mais l'intelligence artificielle était surnommée par monsieur John McCarthy. Ah ouais. En 1956. Bien, c'était créé en 1956, mais pourquoi nous venons de le découvrir à peine en 2022, je crois. C'est ce que vous venez de dire. Ah ok, d'accord. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a été découvert en 56, mais c'est le terme. Hein. Le terme intelligence artificielle, c'est John McCarthy qui l'a rédigé, il l'a écrit, et c'est comme ça qu'il a appelé la façon dont les machines, les ordinateurs sont programmés pour aider les humains à penser. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle n'est plus programmée comme avant. Ce que vous voyez là avec ChatGPT ou la création des images ou les voitures qui peuvent voir et qui peuvent se conduire toutes seules, on appelle ça de l'apprentissage machine. C'est-à-dire que les machines apprennent. C'est plus de la mémoire, ce n'est plus de la programmation, c'est vraiment de la compréhension, de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'elles savent maintenant. Donc, c'est pas que vous lui dites une information, elle retient et puis qu'elle vous réexplique. C'est non, elle comprend l'information. Il y a même une grosse différence. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est grâce aux jeux vidéo. En réalité, il y a une société que vous connaissez peut-être, peut-être pas, qui s'appelle Nvidia. Cette société-là, elle crée des cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est ce qui est utilisé pour tous ceux qui font de la retouche vidéo, des effets spéciaux au cinéma, mais surtout pour les jeux vidéo, parce que c'est ce qui permet aux jeux vidéo de tourner en 3D. Tout ce que vous voyez là, c'est une carte graphique sur votre ordinateur ou votre console qui fait tourner ça. Or, les chercheurs en IA ont remarqué, et eux-mêmes Nvidia qui faisaient les cartes pour les jeux, ils ont remarqué que leurs cartes étaient très, 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 très bonnes pour entraîner les ordinateurs. Puisqu'elles étaient très puissantes, on a pu commencer à concevoir des intelligences à qui on donne des informations pour qu'elles apprennent ces informations-là. Et pour ça, il faut beaucoup de puissance. Et les cartes graphiques, elles ont ça, beaucoup de puissance sur un ordinateur. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et plus la machine est puissante, moins ça prend de temps et plus on peut donner de l'information à l'intelligence qui va être créée. Voilà pourquoi en 2022, ChatGPT est sorti. Mais ce n'est pas qu'en 2022, c'est déjà à partir de 2020 que ChatGPT existait. Et avant, on n'en parlait pas du tout parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour entraîner les intelligences artificielles et pouvoir les exploiter comme on le voit aujourd'hui. Mais à partir des années 2010, les ordinateurs ont commencé à être très, très, très puissants. Et quand je dis ordinateur, je ne parle pas de nos ordinateurs portables ici. Je parle de grands coffres qu'on appelle des serveurs avec énormément de disques durs et de cartes graphiques. Donc, les cartes pour les jeux vidéo qui pouvaient faire tourner ça. Mais donc, c'est devenu célèbre dans les années 2020 parce que, comme c'est devenu facile d'avoir ces gros serveurs, beaucoup de gens ont commencé à entraîner les intelligences artificielles et pouf, c'est apparu. Là, ce que je veux savoir, vous n'avez pas que c'est en train d'influencer, c'est en train de nous influencer, nous les humains, à faire que plus on sait que non, l'ordinateur est capable de faire telle chose, plus on n'a pas vraiment besoin de s'activer. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que nous les humains, nous faisons depuis que nous sommes humains. Si vous analysez votre cours d'histoire ou vos cours de technologie, est-ce que vous n'avez pas remarqué que l'humain veut toujours aller vers la facilité? Tout ce qu'on fait, c'est pour continuer à le faire, mais le faire avec le moins d'efforts possible.
Sinon, pourquoi vous entrez dans une voiture? Vous pourriez faire le chemin à pied pour aller à l'école. N'est-ce pas? Et c'est ça la technologie, ça nous simplifie la vie. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. On n'a plus envie de conduire, on veut que ce soit une voiture qui nous conduise tout seul. Mais ça ne nous décharge pas de nos responsabilités. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à évoluer parce que la technologie est là où elle est aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui avaient des cerveaux avant. C'est grâce à l'humain que l'IA est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est grâce aux humains d'aujourd'hui qu'elle sera ce qu'elle sera demain. Or, si les humains d'aujourd'hui se reposent sur leur laurier et deviennent paresseux, eh ben, il y aura un problème avec l'évolution. Donc, il faut qu'on continue à être intelligent et à apprendre de nous-mêmes et pas nous faciliter la vie, même si elle peut nous aider à le faire. Alors, nous allons nous exercer avec ChatGPT, enfin, vous allez vous amuser avec. Et ici, j'ai le cas de Zoé, qui a des difficultés dans une matière et je vais l'inviter à venir à l'ordinateur. Tu peux venir, Zoé. Assieds-toi et explique quel est le problème que tu as pour commencer. Merci. Je suis élève de la 4e commerciale. Sur le cours de comptabilité analytique de gestion, j'ai un problème sur les tableaux de reclassement de charges. C'est pour ça que je demande de l'aide à ChatGPT. D'accord, merci. Et donc ici, ce que tu dois faire, si tu te souviens, c'est tu vas lui donner un rôle d'abord. Ensuite, tu donneras le contexte, donc ce que tu viens de m'expliquer, et puis tu lui demanderas exactement ce que tu veux. Alors, il faut que je vous donne un nouveau terme que vous n'avez peut-être pas entendu, peut-être certains l'ont entendu, mais ce qu'on fait ici quand on donne à ChatGPT ses instructions, c'est ce qu'on appelle un prompt. C'est un mot qui est déjà dans le dictionnaire, un prompt, P-R-O-M-P-T. Voilà pourquoi je dis je suis un expert en prompt engineering. C'est là les instructions qu'on donne à l'IA. Donc, c'est ça un prompt. Donc, tous les textes que vous voyez qu'on lui donne, c'est des prompts. Donc là, tu vas écrire ton prompt. D'abord, ce que j'encourage moi de faire, c'est de toujours écrire à côté. Comme ça, vous réfléchissez à votre problème. Comme ça, vous avez bien une structure. Et puis, vous pouvez commencer à retaper ça sur l'ordinateur à ChatGPT. Et puis là, il vous donnera la réponse. Donc, Zoé, tu peux commencer à écrire ton problème. Et puis après, on va l'introduire dans ChatGPT. Maintenant, elle peut commencer à rédiger. Tu l'as bien écrit? OK. Alors, quand tu vas taper, il ne faut pas abréger. Hein. Tu vas taper comptabilité. Voilà. Tu vas déjà écrire. Ah, tu peux utiliser mon clavier. Donc, on voit ici que ChatGPT utilise un langage simple pour Zoé, pour lui expliquer ce que c'est le tableau de reclassement des charges. Ce que ChatGPT est en train de faire, c'est presque de lui refaire un cours en disant qu'est-ce que le tableau de reclassement des charges, quelles sont les étapes pour construire le tableau. Tu vois? Alors, si tu trouves parfois que le langage est difficile, tu peux lui demander, hein, redis-le-moi, mais avec un langage encore beaucoup plus simple. Si tu trouves que tu as du mal à comprendre certains termes. Et là, tu vois, il te fait un tableau où il te donne un exemple. Imaginons que tu gères une entreprise et il te montre comment faire ce genre de tableau. Tu vois, c'est bien. Hein? Voilà. Alors, il ne faut jamais hésiter à continuer de poser des questions. Hein. Et moi, ce que je conseille aussi de faire, c'est quand ChatGPT vous a expliqué quelque chose, demandez lui aussi à lui de vous poser à vous des questions pour que vous lui donniez encore des éléments qui pourront encore mieux l'aider pour vous expliquer encore mieux les concepts. OK? Voilà, merci Zoé. Alors, les enfants, on arrive à la fin de ce petit cours sur l'intelligence artificielle, mais j'aimerais que vous partiez en ayant joué à un certain jeu. Vous savez qu'aujourd'hui, de nos jours en tout cas, il y a beaucoup de mauvaises et de fausses informations. Toutes les images qui sont créées avec de l'intelligence artificielle. Et c'est à ça qu'on va jouer. Je vais vous demander de me dire parmi toutes les images qui vont apparaître à chaque fois, il y aura 2, 3 ou 4 images, laquelle est générée par l'IA. D'accord? Vous êtes prêts? OK.
On va commencer par ça. Selon vous, quelle est l'image générée par l'IA? Oui. Celle à gauche, exactement. Pourquoi? Nous voyons que l'image est un peu comme un dessin. Plus de couleurs. Les couleurs sont plus fortes que l'autre image. Voilà. Ok. Alors, tu as trouvé la bonne réponse, mais la justification n'est pas correcte. Parce que des images qui auront des couleurs comme tu les aimes ou qui soient moins fortes, il y en aura toujours des fausses et des vraies. Mais en fait, ici, je vais commencer au plus facile. Déjà, c'est facile, vous avez trouvé. Mais qui peut me dire pourquoi est-ce que l'image de gauche, c'est celle générée par IA? En fait, l'image de gauche ressemble à une image générée par l'IA. Pourquoi? Parce que, du point astronomique, les planètes ne sont pas alignées de cette manière, à ce que leurs orbites soient plus proches les unes aux autres. Voilà, exactement. Cette image est complètement irréelle. Déjà, en fait, les images qui sont créées par l'intelligence artificielle, même si elles deviennent de mieux en mieux en termes de qualité, il y a toujours des défauts, pour l'instant. Mais plus on va évoluer, moins il y en aura, et donc il faut être encore plus analytique pour savoir pourquoi une image est générée par l'IA. Ici, c'est très simple. Comme il l'a dit, c'est pas un système solaire, ça. Ça ne ressemble pas au système solaire. Les planètes sont mises n'importe comment. Ici, elles sont dans l'ordre. Vous voyez? Et même les noms. Est-ce que vous avez fait attention au texte? Vous voyez bien qu'il y a Jupiter qui est mal écrit, mais de plusieurs manières. On a plusieurs Jupiters dans le système solaire? Non. Regardez. La même planète qui est à la fois Vénus et Mercure. Vous voyez? Ça, c'est une IA qui n'a pas encore bien compris comment fonctionnent certaines choses. Elle se base sur sa mémoire et elle donne ça. Ça a été créé par un humain. On voit que ça respecte le véritable système solaire. Allez, deuxième image. Donc, c'était bien celui-là qui était l'IA. Laquelle est générée par l'IA? Gauche ou droite? Laquelle est générée par l'IA? Vous avez dit la droite. Exactement, c'est correct. Pourquoi? Elle a levé avant. Parce que pour commencer, elle ne respecte pas le cycle d'un crapaud. Exactement. Voilà, elle ne respecte pas le cycle de vie d'une grenouille. C'est n'importe quoi. Tout est mis dans n'importe quel sens, vous voyez? Ça a été fait par quelqu'un qui s'y connaît, c'est un dessinateur. Ça, c'est généré par l'IA. Et elle ne peut pas, l'IA ne peut pas, pour l'instant, retranscrire des informations qui sont factuellement vraies en termes d'image. Voilà pourquoi les images ont soit ce genre de problème, soit il y a des petits défauts. Parfois, c'est les mains qui sont pas bien faites ou certains détails, mais il faut être très attentif à ça. L'image suivante. Laquelle est générée par l'IA? Celle qui est en haut à droite. Très bien. Pourquoi? Déjà, moi j'ai remarqué que le cycle pour créer la pluie est un peu bizarre. Et je peux dire aussi que les noms ne vont pas bien. Voilà, parfait, c'est exactement ça. L'image n'est pas factuellement correcte. Ce n'est pas ça le cycle de l'eau. Ça, c'est le cycle de l'eau. Ça a été fait par un illustrateur. Là, c'est l'IA qui a généré. Et effectivement, les termes qui sont utilisés sont repris n'importe comment. Et ils sont même pour certains mal écrits. L'image est peut-être jolie, mais elle n'est pas factuellement correcte. Image suivante. Là, c'est un peu plus difficile maintenant. Quelle est l'image générée par l'intelligence artificielle? Celle qui est en bas. Pourquoi? D'abord, premièrement, vu l'aspect. La quoi? L'aspect. Mets le micro. L'aspect physique de l'animal. C'est pas vraiment comme ça que ça se présente. Ok. Tu as raison pour la première partie de ta réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire pourquoi? C'est celle du bas, parce que c'est vrai. C'est véritablement celle du bas. Parce qu'on peut constater que l'image ressemble plus à une peinture ou un dessin en 3D. Ça peut se rapprocher. Une dernière personne? Je trouve que la patte de la grenouille ne correspond pas. Voilà, merci. C'était ce détail que j'attendais. Les pattes ne sont pas exactement celles d'une grenouille. Surtout les pattes avant. Oups. Surtout les pattes avant. Vous voyez ici? C'est beaucoup plus court. Ce n'est pas à cause du fait que sa patte est dans la feuille de lotus ou quoi. Non, c'est parce que l'IA n'a pas fini de former sa patte, enfin son doigt. Image suivante. Lequel des bébés est un faux bébé? L'image à gauche.
En bas à gauche. C'est ça? En bas à gauche ou en haut à gauche? En haut. En haut à gauche? Tu y étais presque, c'est pas ça. C'est en bas à gauche. Pourquoi? Je vais prendre une... Qui peut me dire pourquoi? L'image à côté de sa main n'est pas bonne. Laquelle? Qu'est-ce qui n'est pas bon à côté de sa main? La main du bébé n'est pas bonne. Alors, oui, c'est plus ou moins correct, mais je ne sais pas si vous avez l'habitude avec les bébés, mais les bébés peuvent prendre des formes bizarres. Mais c'est vrai. Il y a déjà des détails qui ne vont pas dans sa main. Mais je vais déjà donner la réponse. Vous avez vu son pied? Il a 6 orteils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui n'ont pas 6 orteils. Mais ça, c'est souvent le genre de détail que l'intelligence artificielle n'arrive pas à refaire correctement. Et encore, c'est une vieille photo générée par l'IA, parce que les nouvelles IA n'ont plus ce problème-là. Mais donc, vous voyez le genre de choses qui vous permet de reconnaître une fausse. Image suivante. Donc, c'était bien celle-là, l'IA. Quelle est la fausse image? Celle générée par l'IA. Je vois la première, celle-ci. Non. C'est la 3e. C'est la 3e. Qui a trouvé la 3e? Il n'y a que lui? Toi aussi. Et pourquoi? Vas-y, dis-moi, pourquoi tu penses que c'est la 3e? Déjà, je peux dire, d'après moi, bien sûr, l'image n'est pas très naturelle, vu les lumières et tout, là où elle est. Son visage n'est pas vraiment éclairé et c'est tout. Hein. Ça peut être une mauvaise photo. Ça peut être une photo qui est mal prise ou ça peut être une photo où le contraste est mis. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le contraste en vidéo ou en photo, mais j'ai fait exprès de vous donner 3 images où c'était beaucoup plus clair et celle-là légèrement plus sombre parce qu'effectivement, c'est celle-là qui est faite avec l'IA. Mais en réalité, il n'y a pas d'imperfection sur cette photo. Ça pourrait être une photo d'une vraie femme. Là, c'est pour vous dire à quel point maintenant, pour savoir si c'est l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus difficile. Voilà pourquoi il y a des outils qui permettent de le faire, mais je vous montre tout ça pour vous encourager à toujours faire attention, pas seulement à l'image, mais à l'information qui accompagne l'image. C'est là qu'il y a surtout le problème. D'accord? Mais ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie les élèves, les parents, les enseignants de vous être rejoints à moi pour célébrer la Journée internationale de l'éducation. Et le thème de cette année, c'était l'intelligence artificielle et l'éducation et surtout préserver l'autonomie face à l'automatisation, donc face à l'IA. C'est très important, je le répète, parce que vous devez continuer à vous épanouir vous-même en tant qu'humain. Vous n'êtes pas des robots. Même si votre compagnon robot est là, ce n'est pas lui qui doit tout faire à votre place. Vous devez rester souverain par rapport à votre intelligence, à votre développement. Donc, je vous encourage à continuer d'utiliser l'intelligence artificielle ou à commencer à le faire si vous ne le faites pas, mais à le faire avec discernement et surtout en consultant vos parents et vos enseignants. Parce que c'est important qu'ils soient impliqués dedans pour qu'ils sachent ce que vous faites, même si je sais qu'aujourd'hui, les enseignants savent que beaucoup d'élèves utilisent l'IA pour avoir les réponses, mais ils doivent commencer à s'impliquer pour pouvoir mieux donner leurs cours ou donner différemment. OK? Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée, une bonne année. Ça a été vraiment beaucoup enrichissant. Je suis très émue, j'ai beaucoup aimé la façon dont se prodiguer les conseils, le cours. J'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment ajouté des connaissances que je n'arrivais même pas à y comprendre. Même si j'utilisais l'intelligence artificielle, mais je n'avais pas vraiment de précision. Mais grâce au professeur Félix qui vient de m'apprendre, maintenant je suis vraiment capable de le faire. Oui, ce que moi je peux demander particulièrement au ministère, c'est quand même une très belle initiative, mais qu'on ne puisse pas se limiter qu'ici en fait. J'aimerais bien que cela puisse être poussé et que le ministère puisse donner des moyens didactiques assez importants parce que nous parlons un peu de l'intelligence artificielle, ça nécessite des moyens technologiques avancés. En tout cas, j'ai vraiment apprécié la formation parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que moi personnellement, qui me dérange, son évolution me dérange et je vois que les enfants sont un peu en danger par rapport à ça. Mais par rapport à l'exposé du formateur, j'ai compris qu'en tant que parents, nous pouvons aider nos enfants à l'utiliser rationnellement. J'ai apprécié tout ce qui s'est passé en voyant l'évolution dans le monde technique. Je suis très content de l'apprentissage de l'IA. C'est pourquoi j'encourage qu'on continue à évoluer dans la technologie.